Bonjour Michel. Bonjour Marie-Antoinette. Alors je vous présente Michel Béthane, le critique de vin sans doute le plus influent en France, avec une reconnaissance internationale. Alors Michel, tu étais professeur agrégé de lettres dans le début de ta carrière. Oui. Ça, tout le monde le sait, en tout cas tout le monde du vin le sait. Et qu'est-ce qui a déclenché en toi cette passion pour le vin? Je crois que c'est un peu familial. Mon père aimait bien boire des bonnes bouteilles le dimanche. J'allais les chercher dans la cave. Alors c'est d'abord peut-être la poésie des noms, puisque j'avais pas le droit d'en boire, mais enfin j'avais le droit de regarder les étiquettes avec des Chambolle, Musigny, Amoureuse, des choses comme ça. C'est assez poétique le vin. Puis alors les domaines des Comtes Lafont, domaine des un môme de 12 ans, 13 ans. Et puis j'ai aimé les sauternes. J'ai commencé à boire des sauternes, un peu de champagne à partir de 14 ans, 15 ans. Voilà, et ensuite je me suis intéressé au vin comme certains jeunes d'aujourd'hui quand j'étais étudiant. À Normal Sup, il n'y avait pas encore des clubs de dégustation, mais on avait créé avec 2 ou 3 copains un mini-club et on allait écumer les Nicolas. À l'époque, c'était facile de trouver des grands vins vieux et on pouvait même se les payer et on se les partageait. Et puis il y avait le marchand de la montagne Sainte-Geneviève, de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, le père Besse, les caves Besse, qui était en face de l'ancienne école polytechnique. Et on allait le voir, il nous avait à la bonne, on tenait la boutique, on faisait la discussion avec lui. Maintenant c'était comme amateur, c'est un certain nombre de hasards qui ont fait que voilà, d'amateur je suis passé journaliste. À une époque de ma vie, je m'ennuyais à faire une thèse de doctorat. À Paris, je savais pas quoi faire et je suis rentré suivre des cours de dégustation de l'Académie du vin. C'était une école que Steven Spurrier avait créée à côté de sa boutique de vin à la Madeleine. Et voilà, comme je parlais un peu anglais, j'ai sympathisé. Michel Dova était mon premier prof. Il a trouvé un peu bizarre que j'en sache autant que lui. Et donc, Steven m'a demandé de commencer à faire 1 ou 2 cours en anglais, puis ensuite d'assurer les dégustations qu'il faisait toutes les semaines avec un grand vigneron. Et j'ai eu comme élève aussi Chantal Lecouty qui venait de racheter la revue du vin de France. Voilà, on a sympathisé. Elle savait pas avec qui remonter un peu la revue. Et elle a demandé à Michel Dova et à moi-même de l'aider à remonter la revue. Je me suis retrouvé bombardé, journaliste du samedi, du dimanche et des vacances scolaires. D'accord. Voilà. Et si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais ce même parcours et sinon lequel? J'en sais rien. Moi, je suis... D'abord, j'ai voulu être musicien. J'ai fait beaucoup d'études de musique. Ensuite, comme un chef d'orchestre très célèbre, mais très méprisant vis-à-vis de ses étudiants, m'avait un peu atterré. Et comme j'étais bon en latin et en grec, je suis rentré en Hippocagne, en arrêtant complètement toutes les études de musique qui pourtant avaient été relativement sérieuses. Et bon, voilà, j'ai fait des études de lettres, j'ai passé l'agrégation, j'ai enseigné, etc., etc. Le vin, en dehors du goût pour le vin, une bonne mémoire des saveurs, le vin, aurait dû rester un hobby. Donc si c'était à refaire, je sais pas. Peut-être les hasards le permettraient pas de le refaire. Il y a eu d'heureux hasards, mais peut-être que ce ne sont pas des hasards aussi. On dira que tout était prédestiné, voilà. Eh bien, c'est le plaisir d'avoir d'abord goûté de grands vins.
d'avoir rencontré ceux qui les ont faits, ceux qui contribuent à les faire, et ça m'a redonné le goût de la terre et du sol, parce que par nos études, on va vers l'abstraction. Moi, j'étais un garçon des villes, j'étais un garçon qui n'aimait pas voir un ver de terre dans le jardinage. J'étais un garçon qui n'était bien que dans les livres, à l'intérieur, ou à écouter de la musique, etc., qui n'allait jamais dehors, qui faisait jamais attention au temps qu'il fait, à la lumière qu'il fait, etc. Le vin, par la viticulture, il m'a réappris un rapport à la nature que j'avais pas, et j'en suis très reconnaissant. Masculine aussi. Ouais. Alors, il y a des personnes qui consacrent leur vie entière à une cause, les religieux, les chercheurs. Et ta vie est aussi un sacerdoce, parce que laissant de côté ta vie privée, et puis moi j'ai pu te suivre sur ces journées marathon de dégustation, et ta vie est un sacerdoce. Et à ton sens, en quoi as-tu contribué au monde en portant ce métier? Nous sommes un pays qui a la chance de produire un certain nombre de grands vins. Et cet ensemble est un patrimoine culturel de premier ordre. Bon. Malheureusement, il n'y a plus personne pour s'en occuper de ce patrimoine culturel. C'est-à-dire que les organismes, soit d'État, soit délégués à la filière viticole, destinés à contrôler la qualité, à la défendre, à l'illustrer, ça a disparu. Donc il fallait créer une sorte d'interface. La Revue du vin de France, qui par son histoire était la revue presque officielle des vins français, celle qui avait défendu les appellations d'origine, etc., et dans laquelle j'ai fait quand même 25 ans de parcours, en la remettant un petit peu à la place qu'elle a aujourd'hui, pas tout seul, avec l'aide d'une équipe, avec l'aide de Thierry Dessauve à partir de 1989 aussi. On a essayé de faire ça, et ensuite à défendre la place du vin dans la société, dans la culture, puisque on a un lobby hygiéniste qui considère que c'est un poison et qui aimerait le voir disparaître de la consommation et de la table de chaque Français, sans se rendre compte du crime terrible sur le plan culturel, économique, enfin bon, et j'en passe et des meilleurs, que ça pourrait constituer. Donc voilà, il a fallu se sacrifier à cette cause. Il y en a de beaucoup plus importantes. Oui, mais il y en a d'autres qui s'en occupent. Oui. On se met chacun à la place. Voilà, on a toujours quelque chose à faire dans cette vie. Eh bien, peu à peu, un certain nombre de circonstances m'a mis dans cette place. Et voilà. Et c'est la même chose pour les grands vignobles historiques européens ou du monde, et j'ai sympathisé avec ceux qui sentent, qui ont la même sensibilité, les vignerons, d'autres critiques, et on essaye de maintenir la place du vin, et on essaye de transmettre surtout aux générations suivantes ce que les générations précédentes nous ont appris. La défense de notre patrimoine culturel. De notre patrimoine. En fait, on est un relayeur, on est un messager, mais aussi un relayeur. On relaie, et ça, c'est la partie pas visible de notre métier. On est souvent, évidemment, jalousé, critiqué, on est vendu, corrompu, enfin, tout ce que vous voulez. J'ai été assez insulté, puisque l'insulte est facile dans ce pays sur les réseaux sociaux, et puis on soupçonne toujours tous les critiques d'être payés, d'être pas honnêtes. Oui, de recevoir des caisses de vin, d'avoir une belle cave grâce aux dons des j'ai vignerons. Pas mal acheté de vin dans ma vie, et bien sûr qu'on en reçoit pour la dégustation, on en redonne beaucoup, on en redistribue beaucoup, mais très peu en achète. Il se trouve que j'ai quand même beaucoup acheté de vin. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier au départ. Quand j'étais professeur, j'avais pas assez d'argent, donc les cours de dégustation et le travail de journaliste que je faisais en plus me permettaient de m'acheter des bouteilles.
Voilà, parce qu'il faut toujours avoir acheté une bouteille pour bien la juger, savoir combien elle vaut, hein, et toujours garder en tête, bon, et ne pas simplement parler que à partir des dossiers d'attachés de presse ou des échantillons qu'on reçoit. Ce qui est le cas de beaucoup de journalistes, parce qu'il n'y a pas de presse, hein, il n'y a pas de moyens. Hein. La presse du vin, la critique du vin, la critique indépendante est très difficile parce qu'il n'y a pas d'espace. Et donc il faut créer une indépendance de l'intérieur. Et ça, c'est de la morale, c'est de la discipline, de l'éthique et de la discipline personnelle. On l'a ou on l'a pas. Hein, et beaucoup de gens qui font la leçon aux autres sont incapables dans plein de domaines de leur vie privée, de leur vie professionnelle, d'avoir la même éthique que celle qui reproche aux autres de ne pas avoir. Ça, c'est l'hypocrisie des donneurs de leçons. Merci Michel pour... Le vin raconte une histoire. Alors on peut l'apercevoir de façon différente. Il raconte son millésime, il raconte son lieu, il raconte sa lumière, il raconte son mélange de soleil et de pluie, il raconte son sol, il raconte peut-être aussi l'amour ou le désamour du vigneron dans la culture de sa vigne, de son habileté plus ou moins grande à vinifier, à élever, à mettre en bouteille. Il y a plein de choses comme ça que le vin te dit si tu sais l'écouter, si tu te concentres sur lui, sans avoir d'idées préconçues et sans avoir d'idéologie préconçue. La politique et l'idéologie en matière de dégustation, c'est ce qui tue les dégustations, comme ça tue tout le jugement critique dans tous les domaines. Parce qu'on oublie l'essence. Parce qu'on oublie d'écouter, de se concentrer sur le produit. On se concentre sur le producteur, sur l'idée qu'on se fait de sa personnalité, de sa classe sociale, voilà. Et on a des idées toutes préconçues sur des modes. On a des idées toutes préconçues sur des saveurs et on raconte évidemment un grand nombre de bêtises avec un manque je dirais de cohérence dans la façon de parler et de dire qui révèle les faiblesses humaines de chacun d'entre nous. On a tous nos faiblesses et les critiques aussi ont leurs faiblesses. La critique, c'est pas l'art de critiquer. Contrairement à beaucoup d'esprits mesquins qui se prennent pour des critiques. La critique, c'est l'art d'aimer d'abord. C'est l'art d'admirer. Pour être un bon critique, il faut aimer admirer. Et il faut être malheureux quand on a à dire du mal de quelque chose ou à critiquer ou à trouver un défaut. Et je peux dire que ça rend pas la vie du critique facile. Quand il aime pas ça, critiquer. Il n'affirme pas son pouvoir en critiquant, il affirme son pouvoir en admirant. Et si on l'a pas, on fera jamais un bon critique. Et c'est pour ça qu'on a la mémoire, parce qu'à un moment donné, quand on admire les choses, on les retient, elles vous marquent, elles s'inscrivent en vous, elles font partie de votre patrimoine, de votre histoire. Alors, tu fais partie de ces hommes qui soutiennent les femmes dans les métiers du vin. Mais les femmes en général, dans tous les métiers. Les femmes en général. Mais en tout cas, dans ta sans partie... être souteneur, bon. Ne te trompe pas sur les mots, bon. Dans ta partie professionnelle, en tout cas. Et connaissant les difficultés physiques de ce métier, comment juges-tu de la capacité de l'homme ou de la femme à exercer ce métier? Les femmes ont d'abord une sensibilité olfactive et gustative, je pense, en moyenne supérieure à celle des hommes. C'est pas de l'idéologie, c'est une inégalité naturelle. Bon, j'y peux rien. En revanche, elles ont physiquement moins de résistance.
moins de résistance à la consommation d'alcool. Et donc, il est évident que les dégustations marathon, qui sont malheureusement devenues obligatoires à cause de l'évolution de la critique et puis de la multiplication des vins et du droit à chacun d'être goûté et jugé, c'est compliqué, c'est fatigant. Maintenant, elles ont une sensibilité, elles sont plus franches par rapport à ce qu'elles ressentent. Nous, on déguise toujours et puis on fait de l'idéologie facilement, on fait de la politique facilement. Une femme, quand elle trouve que c'est pas bon, et elle va pas trouver des arguments bidons pour essayer de définir. Donc il y a une certaine forme d'honnêteté que j'apprécie beaucoup, voilà, et qui est sur le plan de l'hygiène importante pour nous, parce qu'on a quelquefois tendance à se mentir à soi-même, les hommes, et à mentir un peu aussi aux autres. Oui. Peut-être, mais peut-être qu'il y a aussi les mêmes choses. Vous avez des hommes qui sont très féminins sur ce plan, puis des femmes qui sont très masculines aussi. Tu as une capacité de mémorisation qui est hors norme, quand même. Et quel conseil principal pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait mémoriser le vin ? Mémoriser le vin. Alors la mémoire affective, ça c'est compliqué. J'ai fait des études, je me suis battu avec une mémoire forcée. Quand la mémoire est forcée, elle oublie vite. Elle apprend vite, mais elle oublie vite. Donc les pans entiers de vocabulaire latin, grec, etc. Les vers entiers, les scènes entières des pièces de Racine, de Corneille que j'apprenais par cœur, je les oubliais à peu près 6 semaines après les avoir apprises. Et puis dans d'autres domaines, il y a une mémoire affective. Il se trouve que je l'ai dans le domaine du vin. Alors après, il faut l'entretenir. Il ne s'agit pas de ne faire que profiter, il faut l'entretenir. Et quand tu dis mémoire affective, est-ce que tu lis le vin plutôt à un instant, plutôt à un goût, plutôt à un arôme, ton affect par rapport à chaque verre finalement ou chaque bouteille? Il y a la mémoire du goût. Oui. Et ensuite, cette mémoire du goût, par une sorte de magie, mais qu'on connaît bien, elle fait revivre le temps, elle fait revivre les sensations, elle fait revivre les lieux, les personnes, et c'est comme ça, c'est-à-dire que tu la rattaches à des instants, tu la rattaches à des sensations, à des sensations historiques, à des sensations visuelles, à des sensations musicales aussi, puisque c'est ma formation de première et c'est ma sensibilité. Moi, j'écoute la musique d'un vin. Voilà, je ne déguste pas un vin, j'écoute la musique qu'il joue et j'essaye de la débrouiller. Merci Michel pour cette interview et puis continuons à défendre notre patrimoine. Voilà. Bon. Merci. Voilà. Merci.